Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo du lundi 11 juin 2018 avec à l'affiche cette semaine toujours un programme nourri et pour décrypter l'actualité de la semaine, je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. On commence par un sujet un peu traditionnel, c'est l'étude annuelle du BSA sur le piratage. J'allais vous dire, c'est bientôt la fin avec l'arrivée du SaaS, le piratage, généralisation du SaaS, le piratage, c'est bientôt fini. Mais peut-être pas tout à fait, tu m'avances peut-être encore un peu. Oui, alors d'abord vous projetez un petit peu trop tôt sur l'avenir. Et puis attention, il faut faire très attention au vocabulaire. Le BSA ne parle pas de piratage, il parle de logiciels non conformes. Oui, donc c'est bon. Tout à fait, je vais un peu vite. Alors il y a effectivement, en plus c'est pas une enquête annuelle, c'est une enquête qu'ils font, je crois, la dernière c'était 2015 et celle d'avant c'était 2011. Donc c'est à espace parce que les tendances sont tellement lentes, si je puis dire, que ça servira à rien de sortir un baromètre annuel. Les chiffres. Alors, beaucoup de chiffres, mais on va essayer d'en donner que quelques-uns qui sont significatifs. Prenons le cas de la France. La France, c'est 32% de logiciels piratés. Non conformes. Non conformes. Un tiers, quoi. J'allais dire piraté d'ailleurs, non conforme. Donc, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Tout dépend par rapport à quoi on se réfère. Par rapport à la France d'il y a quelques années, c'est en progression. Donc, c'est -2 et -5 par rapport aux deux dernières enquêtes. Donc, ça progresse, mais ça progresse, on va dire, doucement. Maintenant, par rapport à l'Europe, c'est moins bien, parce que la moyenne européenne, c'est 26%. Okay. Et ce qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est que, c'est vrai pour ce sujet-là, mais comme pour d'autres, il y a vraiment cette dichotomie entre Europe du Nord et Europe du Sud. C'est clair. Caricatural. Quand on a les chiffres, quand on est à l'Allemagne, l'Angleterre, les pays scandinaves, on est plutôt de l'ordre de 20%. Quand on va dans le Sud, l'Italie, l'Espagne, c'est plutôt 40 et voire plus. Donc, c'est un fait, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose qui existe réellement. Maintenant, si on regarde dans les autres régions du monde, l'Amérique du Nord et États-Unis, Canada, c'est très faible, hein, c'est entre 20 et un peu moins de 20%. Canada et États-Unis, c'est à peu près pareil. Si on va en Asie, il y a des... Alors, on parle de l'Amérique latine ou l'Asie comme si c'était des blocs. Mais en fait, c'est plus subtil que ça. Il y a aussi des différences. Par exemple, si on prend l'Amérique du Sud, le Mexique, c'est 49, donc c'est quand même assez haut. Ouais. Le Venezuela, c'est 89. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a des différences significatives au sein même de zones. Et puis, si on prend le cas de l'Asie, ça ne surprendra personne. Donc, l'Australie, c'est un pays anglo-saxon, donc on est assez conforme, Canada, États-Unis. Le Japon, on sait, c'est un pays qui est assez civique, donc on est à 16%, donc c'est très faible. La Chine, c'est assez élevé, c'est 66%. Donc ça, c'est, je dirais, le panorama général. Global. Globalement, la tendance est positive, comme on l'a signalé, et elle est positive un peu partout. La raison essentielle, je pense que tout le monde la connaît, c'est l'évolution vers le SaaS. Et il est vraisemblable que lorsque on sera passé à 100% de logiciels en SaaS, l'utilisation de logiciels non conformes sera devenue extrêmement difficile. Donc le BSA, en fait, son objectif, c'est un regroupement d'éditeurs de logiciels, et son objectif, c'est évidemment de former, d'informer, de faire de la pédagogie vis-à-vis des entreprises pour leur expliquer que l'utilisation de logiciels non conformes n'est pas une bonne chose. Alors, l'idée que le BSA défend, c'est pas de dire il ne faut pas utiliser des logiciels non conformes, ça veut dire en gros des logiciels qu'on n'a pas payés, hein, c'est un peu ça, parce que c'est pas bien, c'est pas du tout le message que essaye de faire passer le BSA, même si au final c'est peut-être... C'est un peu ça l'idée quand même. Mais en gros, le message qu'essaye de faire passer le BSA, c'est de dire, et là il s'appuie sur des études qu'ils n'ont pas faites, qui ont été faites par des cabinets extérieurs, donc en particulier IDC, c'est de dire il y a une corrélation entre l'utilisation des logiciels non conformes et puis le problème de piratage. Et de dire, de sécurité, quoi. Voilà.
plus vous utilisez des logiciels non conformes, et plus vous avez de chances de vous faire attaquer sur le net. Et donc c'est vraiment ce message-là que le BSA essaye de faire de marteler, oui. Et les DSI sont relativement sensibles. Et donc après, l'étude ne donne pas d'indication là-dessus, mais après, ce sera intéressant de savoir les différences entre les petites entreprises et puis les grandes. Et on peut supposer que plus on va vers des grandes entreprises qui finalement sont relativement visibles et on aurait pas vraiment intérêt à prendre ce genre de risque. Donc en gros, plus on va vers les grandes entreprises et plus l'utilisation de logiciels conformes est élevée. Bon, mais en tout cas... Sachant qu'en plus, ces grandes entreprises ont les moyens d'avoir des solutions d'asset management. Voilà, qui permettent... alors effectivement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que le BSA fait remarquer aussi qu'en dehors de ce phénomène de SaaS, il y a le fait que les entreprises, et donc les plus grandes, utilisent de plus en plus ces solutions de software asset management. En gros, c'est pour savoir quels sont les logiciels qu'on utilise et est-ce que c'est conforme au nombre d'utilisateurs ou à la politique tarifaire de l'éditeur. Parce qu'effectivement, il y a deux niveaux. Il y a la volonté de pirater, d'utiliser des logiciels non conformes, et puis il y a le fait que on n'est pas capable de gérer un patrimoine implicatif, ce qui est vraisemblablement aussi le cas dans beaucoup d'entreprises. C'est un vrai challenge, hein. On se met à la place d'un DSI qui a 150 000 postes à gérer avec un turnover de 1000 ou 2000 personnes. Des versions, enfin, c'est un véritable casse-tête. Donc il y a sans doute les deux. Voilà. Donc je pense qu'on en reparlera vraisemblablement dans 3-4 ans. Mais en tout cas, pour nous résumer, une tendance à la baisse, mais relativement lente, on va dire. Très bien. Écoutez, suite encore une fois au prochain épisode. Alors l'autre information de la semaine, on pouvait évidemment ne pas y couper, c'était l'acquisition de GitHub, qui est bien connu évidemment, un des héros du monde du logiciel libre, et qui a été acquis par moins que Microsoft, oui. Qui est quand même, si on se rappelle l'époque de Steve Ballmer, oui. J'allais dire, il va se retourner dans sa tombe, non, parce qu'il est encore bien vivant, mais en tout cas, de sa retraite active, il doit quand même se poser quelques questions. Et en plus pour un montant quand même assez important, parce que on dépasse les 7 milliards de dollars, donc c'est pas... C'est pour une start-up qui gagne quasiment pas d'argent, enfin dont le chiffre d'affaires c'est l'ordre de grandeur, c'est 100 millions de dollars, qui perd de l'argent, qui a été créé en 2008, donc on peut mettre ça encore dans la catégorie start-up, dont effectivement la renommée est très forte, très forte, auprès des développeurs, dans l'activité commerciale, auprès des développeurs. On parle de les ordres de grandeur, parce que je pense qu'on connaît pas enfin on connaît, mais les chiffres exacts, je les ai pas en tête, mais l'ordre de grandeur, c'est 30 millions de développeurs qui sont regroupés sur cette plateforme. Donc c'est effectivement quelque chose de très important. Et d'ailleurs, vous parliez de Steve Ballmer, je sais pas si vous avez en tête la conférence. Il y avait la conférence des développeurs régulièrement où Steve Ballmer sautait comme un caméléon sur son show. Et il y en avait une en particulier où il disait développeur, développeur, développeur. En gros, son message était développeur, je vous aime. Et le message, un des messages que Microsoft faisait passer au fil des ans, c'est de dire développeur, je vous aime, quoi. Puisque effectivement, pour Microsoft, les développeurs. Oui, c'est au cœur du. Alors maintenant, si on revient au rachat lui-même, effectivement, on peut penser que 7,5 milliards de dollars pour ça, c'est un peu cher payé. Je suppose que Microsoft a les idées en tête de savoir ce qu'ils vont vraiment en faire, comment ils vont compléter ça avec leur plateforme Azure, comment ils vont intégrer tout ça. Et puis aussi la question qui est posée, c'est que GitHub avait un modèle freemium. Donc freemium, ça veut dire en gros, il y en a beaucoup qui utilisent ça gratuitement, et puis quand on passe dans une certaine catégorie, on doit payer. La question, c'est qui allait bien finalement avec l'orientation libriste, on va dire. La question est, à Samsung, c'est savoir si Microsoft va conserver cette politique. Alors maintenant, si on revient au rachat... Je vous coupe, mais ça rappelle un peu la question LinkedIn, parce qu'on était aussi sur un modèle freemium. Alors justement, bonne transition. Quand on met les différentes acquisitions de Microsoft depuis le début, rappelons Microsoft créé en 1975, le siècle dernier, première acquisition en 1987, donc 12 ans après, et depuis 210 acquisitions. Ouais, on a tendance à l'oublier, mais assez considérable.
Et la plupart du temps, enfin pas la plupart du temps d'ailleurs, pas seulement des acquisitions technologiques, mais parfois des acquisitions de produits tout simplement. Il y a eu les acquisitions dans ce qui est l'ERP. Microsoft voulait se lancer dans les ERP, ils avaient racheté Navision et Great Plains pour compléter leurs propres offres. Si on met ça dans la hiérarchie, c'est quand même la troisième acquisition en importance. En termes de chute, en termes de coût. LinkedIn, 26 milliards, donc très très loin devant. La deuxième, c'était Skype, 8 milliards et demi. Et puis la troisième, GitHub. Bon, on espère qu'ils feront mieux que Skype quand même. Voilà, oui. Et puis la quatrième, il faut en parler parce que c'est Nokia. Nokia, bon, c'était sans doute la fausse bonne idée. Et la cinquième, c'est Aquantive, donc on est dans le digital marketing, donc ça a été n'a pas été non plus pas très bien. C'était lié à l'époque des mécènes en fait. Hein. Oui, c'était pour la partie réseau publicitaire. On ne sait pas trop ce qu'ils en ont fait, mais enfin de toute façon, Microsoft a les poches pleines, donc c'est pas très grave. Il y en a eu d'autres acquisitions notables. Il y a eu Hotmail, on l'a un peu oublié, finalement c'est le début de Microsoft dans la messagerie électronique. Il y a eu Visio, je ne sais pas si vous vous souvenez. Si, bien sûr. Visio, le logiciel de dessin, on parlait dans l'époque antérieure de dessin industriel, mais enfin c'était Visio. Donc ça, Organigramme et compagnie. Hein. Et puis il y a eu aussi Yammer dans les réseaux d'entreprise. Donc beaucoup d'acquisitions. Si on revient aux fondamentaux, PowerPoint, hein. Je rappelle que PowerPoint, c'est une acquisition qui a failli d'ailleurs être dans le giron d'Apple, mais finalement ça a été... Absolument, et donc dont on a... Enfin, tout le monde connaît PowerPoint, mais enfin c'est dans Office maintenant. Hein, donc Microsoft, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est une société extrêmement active en termes d'acquisition, et donc on en a encore la preuve la semaine dernière. Très bien. Alors ça c'était pour le traditionnel chapitre acquisition, fusion qu'on a désormais heureusement ou malheureusement chaque semaine. Sujet peut-être plus entre guillemets plus fun, les entreprises et les médias sociaux. Et là, une nouvelle étude sur le sujet, le constat est assez clair. Les entreprises aujourd'hui ont basculé sur les médias sociaux avec des taux d'adhésion, de présence qui sont quand même assez importants. Qui commencent à être significatifs, oui. Et là, pour le coup, l'évolution est assez rapide. C'est une étude qui a été publiée par l'INSEE, donc ils ont une catégorie d'études assez bien faite et bien formatée, relativement courte, dans la catégorie INSEE, enfin l'édition INSEE première. Et donc, effectivement, c'est un constat sur l'évolution des entreprises, par catégorie d'ailleurs pour le coup, sur leur activité dans le domaine des médias sociaux. Alors médias sociaux, c'est à la fois les réseaux sociaux, bon on connaît Facebook, LinkedIn, Twitter et autres. Il y a les sites de microblogging, bon en fait c'est Twitter pour simplifier, et puis il y a les sites de partage de contenu, donc ça peut être du contenu vidéo ou autre chose, donc là il y a Instagram, YouTube évidemment, et puis SlideShare, et puis quelques autres. Donc ça c'est, sachant que l'INSEE a par le passé fait déjà des études sur la présence... Sur Internet, hein. Voilà, forme de site web. Combien d'entreprises ont des sites web, sachant que, bon, aujourd'hui, quasiment, elles en ont toutes, donc la question ne se pose plus. Mais là c'est une activité complémentaire, et qui, alors, si on n'avait qu'un chiffre à retenir, en l'espace de 3-4 ans, la présence des entreprises de plus de 10 personnes, donc c'est des entreprises de petite taille, a doublé sur les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose de très important. Il faut prendre ça avec des pincettes parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de Second Life, que tout le monde a oublié. Bien sûr, c'était un truc, enfin, personnellement, j'ai jamais compris à quoi ça servait et comment ça fonctionnait. Les entreprises s'étaient beaucoup investies sur cet univers virtuel qui s'est complètement... Qui a disparu. Donc, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est durable? Bon, on verra bien. Les trois motifs principaux pour faire présence, c'est principalement l'image et puis éventuellement la commercialisation de produits et services. Le deuxième, c'est effectivement assez important et on le voit bien, c'est le recrutement. Et puis le troisième, c'est l'interaction avec les clients. Et donc ça, la fameuse relation client. Les médias sociaux, enfin les réseaux sociaux ou les médias sociaux, c'est un bon complément avec les centres d'appel, les choses comme ça. Donc c'est pas très surprenant. Donc on voit bien que c'est pas. Alors l'image fait un peu, on sait pas très bien, c'est difficile à quantifier, mais le reste
c'est plus quantifiable, et vraisemblablement l'utilisation de ces nouveaux outils améliore la productivité des entreprises dans tout un tas de domaines, dans le domaine du recrutement, dans le domaine de l'interaction client, etc. Donc c'est un constat intéressant et qui montre là pour le coup une évolution assez rapide. La fameuse transformation numérique, hein, voilà, l'INSEE nous montre qu'elle est en marche. Hein. Très bien. Ça c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, un événement dédié à l'intelligence artificielle. Alors je sais jamais s'il faut dire AI ou IA. Enfin bon bref, IA Paris qui se déroule 12 et 13... 11 et 12. 11 et 12. Donc c'est en fait aujourd'hui et demain, lundi et mardi. Donc vous faites bien de le dire parce que c'est pas IA Paris, c'est AI Paris. Donc je ne sais pas très bien pourquoi ils ont choisi la formule angliciste, sachant que quand on regarde le programme, c'est quand même assez franco-français. Donc c'est effectivement AI Paris, conférence d'intelligence artificielle à la Cité de la Mode, donc vous savez, en face de la gare d'Austerlitz. Oui, super bon moment. On espère que c'est pas un effet de mode, un mauvais jeu de mots. Bon là, je dirais que c'est sur 2 jours, quasiment, enfin je ne veux pas dire que toutes les entreprises y sont, mais vous pouvez nommer le nom d'une entreprise, il y a de fortes chances qu'elle y soit. Et là, alors on peut se dire, est-ce qu'elles font vraiment de l'intelligence artificielle ou est-ce qu'elles viennent se poser des questions pour savoir s'il faut l'utiliser, faire part des projets, enfin bon, ça serait intéressant de le voir. Et puis évidemment, il y a les traditionnels keynote, donc il y a Eric Léandri qui est le patron de compte, le moteur de recherche que tout le monde connaît. Et puis il y a aussi un match entre Pascal Pic, donc qui est paléo-anthropologue, voilà, professeur au Collège de France. Et puis Denis Jacquet, qui est présenté comme un entrepreneur, mais qui est surtout et aussi président de l'Observatoire de l'ubérisation. Donc en gros, on voit bien le sujet avec l'intelligence artificielle. L'homme va-t-il remplacer la machine ? Et voilà, effectivement, c'est intitulé un peu différemment, mais c'est ça. Et là, il pose la question et ils y répondent en disant que finalement, les neurones ont encore leur chance par rapport à la machine. Donc on a déjà pris un peu parti. Très bien, ça c'était donc pour la semaine à venir, et puis on finit par notre traditionnel, cette fois-ci c'est un coup de gueule, et on a dédié à notre représentation nationale sur la loi sur les fake news, qui a donné, il faut le dire, un feu d'artifice le concours Lépine de l'amendement, on va dire, oui, avec des choses quand même assez ridicules. Et finalement, on tentait de dire tout ça pour ça, parce qu'on a l'impression que ça va quand même pas régler beaucoup de problèmes. Je crois que ça fait partie, c'est à classer dans la catégorie des fausses bonnes idées, c'est-à-dire qu'en gros, la motivation est là, c'est-à-dire qu'effectivement, le phénomène des fake news, il existe, il faut le traiter, il est amplifié ces derniers temps. Par les réseaux sociaux, justement. Par les réseaux sociaux, qui amplifient à la fois en taille, si je puis dire, et dans le temps, c'est-à-dire qu'en gros, du jour au lendemain, une rumeur peut se répandre quasiment à la planète tout entière, donc c'est un phénomène qui est très préoccupant. Et j'entendais ce matin, la semaine dernière, quelqu'un à la radio qui disait finalement le problème pour quelqu'un, c'est pas de diffuser une vraie information, c'est de savoir combien de personnes il va toucher. C'est-à-dire qu'en gros, si je dis n'importe quoi et que j'ai 3 millions de personnes qui sont intéressantes, c'est ça ce qui est le plus intéressant. Donc c'est une vraie question, mais je pense que la réponse qui est apportée n'est pas à la hauteur, sachant qu'en plus, après, pour appliquer la loi, comment va-t-on faire ? Là, on verra. Bon courage. Très bien, écoutez, je propose qu'on conclue là-dessus, Guy. Et puis, alors cette semaine, pour l'invité de la semaine, c'est une invitée un peu exceptionnelle, puisqu'on était sur .next de Nutanix la semaine dernière à Paris. Vous receviez Sudesh Nair, qui est le président en exercice de Nutanix Worldwide, et qui donc a répondu à vos questions. Et je propose donc à nos lecteurs de retrouver en ligne cette interview. Alors, c'est évidemment en anglais, mais bon, j'ai confiance dans le niveau d'anglais de nos lecteurs, et puis il y a des options de traduction maintenant sur YouTube, donc en cas où il y a quelques difficultés, donc n'hésitez pas à le consulter, c'est assez intéressant, parce que, encore une fois, Nutanix est assez emblématique de ces startups qui ont lancé il n'y a pas très longtemps, et qui sont en hyper croissance. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine, et puis je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo.